On accueille maintenant notre prochain invité, qui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais. On accueille M. Denis Bourque. Alors, bonjour, M. Bourque. Bienvenue sur le plateau de développement social. Merci de m'avoir invité. Bon, c'est votre première visite, je pense, sur notre plateau, hein? Oui, et j'espère pas la dernière. Pas la dernière, hein? On l'a bien entendu, pas la dernière. Donc, écoutez, avant qu'on commence, je pense que ça serait intéressant de faire votre bio. Vous êtes d'accord? Donc, Denis Bourque, vous êtes professeur titulaire au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, également titulaire de la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire. De plus, pendant 15 ans, vous avez été organisateur communautaire à Beauharnois, pas tellement loin d'ici, et même à Saint-Eustache, pendant une douzaine d'années. Première question, on dirait que vous avez un intérêt pour notre région. Comment vous expliquez ça? Principalement parce que j'habite Vaudreuil-Dorion depuis 22 ans. Non! Donc, j'ai des racines dans ce territoire. Ceci explique cela. On vous a fait venir aujourd'hui pour nous parler de la thématique « Comment prendre en main notre développement territorial ». Donc, si vous voulez bien, on va vous laisser la place et on aura votre présentation juste à l'arrière ici. Donc, encore une fois, bonjour. C'est quoi ça, le développement social, développement collectif? C'est la capacité des communautés à agir sur elles-mêmes pour trouver et structurer des réponses à leurs besoins, leurs enjeux et leurs aspirations. C'est très concret, le développement. C'est qu'on décide essentiellement de passer à une situation où on subit des problèmes à une situation où on agit sur des problèmes. Donc, le développement social, c'est d'être capable d'agir sur les conditions, les milieux et la qualité de vie. Et donc sur le vivre ensemble. Et ça provient du travail que vous faites et ça provient donc des réalisations de développement collectif comme celles qu'on a vues tantôt. Donc, le développement collectif est un processus, c'est de l'action collective et des résultats qui ne sont pas juste techniques ou neutres, mais qui portent des valeurs en soi, là, des valeurs. Donc, une vision d'une société qui est humaniste, altruiste, donc on se préoccupe des autres, inclusive, donc qui appelle à la solidarité, à la démocratie, à l'égalité, au changement social et à l'innovation. C'est ça qui est présent dans ce qu'on a vu ce matin. Le croisement, finalement, qui est à faire au Québec, puis partout dans le monde, entre essentiellement là, l'économie de marché, l'économie publique et le tiers secteur. Et là, je vais définir ça, là. C'est comme si on était dans un cours maintenant, là, mais ça ne sera pas long. Pour répondre aux besoins individuels et collectifs, là, c'est pas vrai que juste l'entreprise privée qui peut répondre à ça. C'est pas vrai. Ça peut répondre à une série de besoins individuels, l'entreprise privée. Mais c'est basé essentiellement sur la capacité de payer des personnes, sur la compétition, et ça répond à des besoins à ce niveau-là. Ça prend également une contribution du public, donc des services publics. Si on prend l'exemple du transport, par exemple, là, on a des taxis qui sont privés, on a des services de transport privés qui peuvent répondre à des besoins. Ils sont importants, je dirais, cette capacité de répondre à des besoins de transport par le privé. Mais ça prend également des services de transport collectif qui, eux, vont être accessibles à tout le monde et qui sont basés essentiellement sur la redistribution, dans le fond, de dire c'est un coût qui est abordable, qui est absorbé par la société, etc. Puis on a par ailleurs, en plus, des services de transport qui sont pris en main par le tiers secteur, ça c'est le communautaire, qui eux sont adaptés à des besoins spécifiques comme le transport médical, par exemple, où la question de la relation humaine est extrêmement importante. Là, on est dans la réciprocité. Donc, ces trois composantes de l'économie globale, privée, les trois composantes, c'est privé, public et communautaire ou tiers secteur, c'est la combinaison des trois qui répond le mieux aux besoins individuels et collectifs. Et c'est ça qu'on
travaillent dans les pratiques de développement social un peu partout au Québec et ici également. Donc, les succès dans Vaudreuil-Soulanges, les résultats du développement social, on les a vus tantôt, ils m'apparaissent être probants. Probants, ça veut dire qu'ils ont fait leurs preuves. Il y a des réalisations concrètes qui changent la vie des gens qui sont impliqués là-dedans, puis qui changent la qualité de vie dans un milieu. On est dans un processus, je dirais, de production de meilleure qualité de vie, comme on l'a vu tantôt. Pourquoi ça, comme facteur de succès dans l'analyse qu'on a fait, là? Toutes les politiques publiques, là, ils ont toujours, je dirais, 3 phases. Là. Il y a un processus d'élaboration d'une politique publique, ensuite un processus de mise en œuvre de la politique, et après un processus d'évaluation, de suivi, je dirais, de réinvestissement, là, de renouvellement de la politique publique. Ici, la phase d'élaboration de la politique sociale, de développement social durable de Vaudreuil-Soulanges, l'élaboration de ça s'est fait d'une manière extrêmement intéressante qui a inspiré d'autres territoires au Québec, là. Il y avait un comité stratégique avec des décideurs et un comité opérationnel avec des agents de développement. Cette combinaison de ces 2 comités, peut-être que ça ne dit pas grand-chose ici, ça s'est fait il y a quand même longtemps déjà, là, mais ça, c'était un ingrédient du succès, de la qualité de la politique en question. Et ça, c'est à reproduire ailleurs au Québec et ça a inspiré d'autres milieux. Vous avez en plus, maintenant, un modèle de gouvernance qui m'apparaît pas mal optimal quand je compare avec ce qui se passe ailleurs au Québec. Parce qu'on ne l'a pas présenté en détail. Tantôt, on l'a vu, là, c'était écrit petit, mais vous le connaissez sans doute, mais le modèle de gouvernance, là, ce qui est formidable ici, c'est qu'il implique les principaux acteurs institutionnels et communautaires du développement social. Donc, les institutions, les organismes communautaires, dans le comité en question là, de suivi. Mais il implique également des représentants des tables de concertation plus thématiques, c'est-à-dire personnes âgées, persévérance scolaire, jeunesse. Et ça, c'est important de croiser les 2, là, les acteurs institutionnels et communautaires et tout le dynamisme de la concertation plus thématique qui se déploie dans le milieu. En plus, vous avez des élus qui sont présents et vous avez le secteur privé par la Chambre de commerce. Ça, là, c'est un hit parce que ce n'est pas partout qu'on réussit comme ça à mettre ensemble, dans un modèle de gouvernance, l'ensemble de ces secteurs-là. On est vraiment, bon, un mot que vous connaissez sans doute, dans l'intersectorialité, là, dans un modèle comme celui-là. Un autre facteur de succès, c'est l'engagement des élus et des institutions dans le développement social. L'engagement des élus, là, c'est très concret. Regardez le nombre d'élus qu'il y a ici aujourd'hui, là, les maires, les conseillers municipaux, c'est formidable. Et les institutions publiques qui s'impliquent dans ces différentes démarches parce qu'ils se considèrent, ces institutions-là, comme des acteurs du développement collectif, imputables à leur milieu et non pas juste imputables à leur ministère. Et ça, c'est fondamental, on l'a vu dans plusieurs de nos recherches, pour contribuer au développement collectif, contribuer à la synergie, à la revitalisation, à ce qui fait qu'un milieu est attirant même pour les entreprises. Les institutions ont un rôle clé à jouer dans le développement social et collectif et économique de tous les territoires au Québec. Également, un autre facteur de succès, c'est le plan d'action. Parce que le plan d'action, là, bon, il y a 6, 7 priorités, c'est rigoureux, on suit ça. C'est un modèle à suivre, là, hein? On n'est pas juste dans des choses molles et, je dirais, un peu abstraites, là. On est dans le concret en termes de réalisation. Et ça fait partie des facteurs opérationnels qui rendent, je dirais, tout le processus efficace. Je vais en ajouter un autre là, facteur de succès. C'est la qualité
tes agents de développement, ça, ce sont les professionnels qui sont impliqués dans le soutien à ces processus d'action collective, la qualité des agents de développement qui s'engagent dans votre milieu, les gens qui sont ici depuis ce matin et les autres qui accompagnent tous ces processus-là, vous avez une qualité d'agent de développement remarquable. Un autre défi extrêmement important, c'est l'intégration, qui se fait de plus en plus, mais qui n'est pas vraiment complètement réalisée. L'intégration des dimensions, des différentes dimensions du développement. Le développement de territoire, c'est-à-dire donc les dimensions sociales, économiques, environnementales, culturelles. Hein? Puis dans chacune de ces dimensions-là, juste dans le social, regardez tout ce qu'il y a comme priorité, etc. Mais je dirais que comme défi et comme limite de nos pratiques actuelles, y compris la vôtre, c'est de travailler à plus d'intégration. Il se fait déjà des choses extrêmement intéressantes, on l'a vu tantôt. Mais il reste que, voyez-vous, il y a eu un sommet économique, puis il y a un forum social, il y a des ponts entre les deux, mais à quand le forum territorial pour l'ensemble de la MRC? Moi, ça n'engage que moi, ce que je vous dis, je le répète. Mais à mon avis, c'est vers ça qu'il faut aller, là. Il faut aller à l'intégration dans un projet de territoire de toutes ces dimensions pour faire vraiment, je dirais, une synergie entre les questions sociales, les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels. Et ça, c'est partout au Québec, l'enjeu du développement de territoire. Donc, puis ça se fait, là. Il y a des endroits qui y travaillent, là. Il y a des MRC qui y travaillent. Puis ici, on voit bien que c'est mûr, on voit bien. Donc, un projet de territoire pour fédérer les différentes planifications stratégiques. Parce que vous le savez, là, le C3S a sa planification stratégique, la commission scolaire en a une, la MRC en a une, les tables de concertation ont leur plan d'action. Donc, il y a une... Puis, il y en a par rapport à la persévérance. Il y a un bon nombre de planifications stratégiques qui cohabitent dans le même territoire. Et l'avenir je dirais, le défi des prochaines années, c'est de travailler à l'interconnexion de ces planifications stratégiques dans un projet de territoire qui va donner plus de moyens en termes de développement intégré pour les communautés territoriales au Québec. Et à mon avis, la MRC, c'est un bon niveau de travail. Il y a les municipalités, il y a la MRC, puis la MRC, c'est un bon niveau qui fait du sens pour le Québec. Donc, c'est ça qui est nécessaire lorsqu'on veut relever des défis collectifs, là. Ici, il n'y a pas de défi de démographie ou de dévitalisation. Ici, le défi, à la limite, là, c'est le surdéveloppement démographique. Moi, j'accompagne la MRC des Moulins dans une démarche semblable. Des Moulins, ça, c'est Terrebonne, Mascouche. Il y a énormément de similitudes entre ces deux MRC, c'est-à-dire Vaudreuil-Soulanges et les Moulins, en termes de qu'est-ce qui attend ces deux milieux-là dans les 10 prochaines années et 15 prochaines années. C'est les deux territoires de MRC qui vont avoir la plus grande croissance démographique au Québec, les deux. Et ça veut dire, entre autres, l'arrivée dans des milieux qui n'étaient pas habitués à des communautés culturelles, des défis donc d'intégration culturelle importants, des défis d'accès à des services, parce qu'on a un problème au Québec, là. Hein? Les services collectifs, santé, services sociaux, éducation, sont financés maintenant plus sur la base, je dirais, des budgets historiques que sur la base du développement démographique. Donc, dans des deux milieux comme ici et Terrebonne, structurellement, ces milieux-là sont pénalisés par l'augmentation de la population qui ne correspond pas à l'augmentation des ressources publiques dans les institutions. Donc, il y a des défis similaires dans ces deux milieux-là, vraiment importants. Je ne sais pas s'il y a des connexions qui se font entre les préfets, mais moi, je serais porté à dire que ça serait intéressant parce qu'il y a des choses très convergentes. La différence là-bas, c'est qu'il y a 2 municipalités dans les MRC. Il n'y en a pas 23. Donc, la dynamique n'est pas pareille, là. 2 municipalités, ici, il y en a 23. Mais mais le reste, c'est très, très semblable.
Donc, dans ce genre de démarche-là qui nous attend, il y a des difficultés qui ont toujours été là. Concilier les réalités et les intérêts diversifiés des acteurs dans la recherche du bien commun. Ça, c'est un défi permanent. 23 municipalités, hein? C'est sûr que travailler à développer un projet de territoire MRC dans 23 municipalités, ça demande un sens du compromis. Et c'est une dynamique en soi qui n'est pas évidente à faire entre les municipalités, mais c'est la même chose entre les acteurs, c'est-à-dire entre les institutions communautaires. Dès qu'on fait une démarche d'action collective, de développement, on réunit des acteurs, des organismes communautaires, des institutions. Tout le monde est porteur d'intérêts organisationnels. Mon organisation, qu'est-ce que je vais retirer là-dedans? Qu'est-ce que je risque de perdre? Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Et évidemment, ça demeure, cette dimension d'intérêt organisationnel ou d'intérêts municipaux, sectoriels. Mais l'enjeu, c'est d'être capable, tout en reconnaissant que ça existe, d'aller un cran plus loin autour, je dirais, d'enjeux collectifs partagés. Et c'est là que la question de l'identité au territoire, le sentiment d'appartenance, permet souvent de dépasser l'obstacle de la poursuite stricte des intérêts organisationnels parce qu'on s'identifie à des enjeux collectifs puis à un territoire. Et ça, c'est important à travailler, à développer. Les difficultés importantes, une difficulté importante, c'est la perte probable d'outils de développement collectif en raison des orientations gouvernementales actuelles. Ça, c'est une difficulté importante. Ici, il y a un élan collectif, là. Il y a une vitalité. Vous avez dû refuser des gens ici aujourd'hui, là. Ça n'a pas été dit encore, je pense. C'est à guichet fermé, ça, aujourd'hui. Donc, il y a une vitalité ici qui a été produite en grande partie par l'existence des outils de développement collectif que sont CRÉ, CLD, certains programmes importants, dont le PAC rural, etc., qui, maintenant, là, sont en partie menacés, dans d'autres parties annoncés en termes de disparition. Et ça va créer un enjeu en termes de difficulté à gérer. La demande sociale pour le développement puis la prise en main, elle va continuer au Québec, la demande sociale. Mais la capacité d'être, je dirais, productif, efficace en termes de développement collectif, elle est compromise si on retire des outils de développement collectif. Et c'est ça qui se fait maintenant avec ces décisions concernant les CRÉ, entre autres, y compris aussi Carrefour Jeunesse Emploi, de faire du Carrefour Jeunesse Emploi un simple sous-traitant qui n'a plus de vie associative, qui n'est plus un acteur du développement, ce n'est pas une bonne idée. Ça n'aide pas un milieu à prendre en main son développement. Ça ne va pas dans le bon sens. Que faire par rapport à ce que je viens de décrire? Rapidement, moi, je pense qu'il peut y avoir 3 stratégies qu'on peut adopter personnellement ou comme organisation, mais là, ça appartient à tout le monde. Et ce que je vais vous dire là, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas du tout le comité régional, le comité de suivi de la politique de développement social ou personne. Ça n'engage que moi. Je pense qu'on peut, selon nos positions individuelles, comme citoyens, comme acteurs, on peut travailler à un ou l'autre de ces niveaux-là, ou les 3 en même temps. Premièrement, on peut avoir une position d'opposition à ces changements-là, d'opposition comme citoyen. On peut dire, je pense qu'on ne va pas dans le bon sens en retirant ces outils collectifs de développement. Parce qu'on nous le présente essentiellement comme on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'argent. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'argent. C'est une question de choix. De l'argent, entre autres, dans notre pays, il y en a plus qu'il en faut au fédéral. On est en surplus au fédéral. On va faire des cadeaux préélectoraux en termes de baisse d'impôts. Puis ici, on est dans la dèche au niveau du Québec. On est obligé de se couper de tous les outils de développement collectif. Voyons donc, c'est une question de choix, ça. L'argent, elle est dans le pays, là.
On la paye, nos impôts, l'argent collectif, elle est disponible. Il y a une question de choix là-dedans. La même chose, il y a 2 ans, le gouvernement du Québec a décidé de donner 2,5 milliards d'augmentation de salaire aux médecins au Québec. Il y a eu un choix là, qui a été fait là, par le même gouvernement qu'aujourd'hui. C'est une question de choix. On a le choix, et donc, moi, je ne me fais pas endormir par l'argument qu'il n'y a pas d'argent. L'autre argument, c'est de dire il faut moins d'État. C'est la solution absolue, il faut moins d'État. Moi, je dis il faut mieux d'État. C'est ça qui va soutenir les élans collectifs comme celui qui a à Vaudreuil-Soulanges, de prendre en main le développement, ici et partout au Québec. C'est le mieux d'État. Donc, des politiques publiques qui sont perfectibles. Ce n'était pas parfait, nos politiques publiques, là. Il y en a de meilleurs que d'autres. Moi, je pense que, entre autres, la politique nationale de la ruralité, qui touche une partie du secteur, ici, c'est une très bonne politique publique, ça, qui est basée sur le soutien aux communautés pour identifier leurs priorités puis agir sur leurs enjeux. Très bonne politique publique. Il y en a d'autres qui, malheureusement, avaient tendance à déterminer les solutions à la place des communautés, puis avaient un caractère trop, je dirais, prescriptif et réducteur. Donc, on peut améliorer les politiques publiques, on doit le faire. Donc, c'est du mieux d'État et pas du moins d'État qui est la solution. Ça, c'est pour l'opposition. L'autre stratégie, c'est l'affirmation. Donc, il y a opposition, puis il y a affirmation. L'affirmation, là, c'est que il y a des choses dont on est certain au Québec, c'est tiré de notre expertise et de notre expérience. C'est la participation des personnes et des communautés, ça donne de meilleurs résultats. Et même en médecine maintenant, là, ils développent le courant du patient partenaire. L'avant-garde de la formation en médecine, c'est de considérer le patient comme un partenaire du traitement, pas juste l'objet de l'intervention puis du traitement, mais le partenaire parce que le patient a une expertise de sa situation et il va y avoir une co-construction entre le médecin et le patient pour le rétablissement de la personne. Donc, on doit s'inspirer de ça, compte tenu qu'entre autres, qu'on a démontré au Québec, par exemple sur la persévérance scolaire, les 2 régions au Québec qui sont les plus performantes en termes de changement du taux de diplomation au Québec, c'est le Bas-Saint-Laurent avec Cosmos, qui est un modèle intéressant d'action collective, et le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec sa concertation régionale. Donc, ça produit des résultats, puis on est capable de l'affirmer, on a fait la preuve. Une autre vérité, le développement social, c'est essentiel au développement économique. Ce n'est pas accessoire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser de côté en disant on n'a plus les moyens, ce n'est pas important, on va faire juste du développement économique. C'est lié, ça, comme on l'a vu tantôt. Troisièmement, le développement social a besoin de soutien et de ressources pour performer. Puis s'il n'y a pas de soutien, puis s'il n'y a pas de politique publique pour soutenir le développement social, les milieux qui sont bien équipés, qui ont des ressources, qui sont en croissance, ils vont peut-être mieux s'en sortir. Je l'espère, entre autres, pour Vaudreuil-Soulanges. Mais les milieux qui sont dévitalisés, là, ils vont être, je dirais que ça va accroître les inégalités territoriales et les inégalités intra- ou interrégionales au Québec. Donc, la troisième stratégie, c'est la proposition. Après, donc, opposition, affirmation. Le plus important, c'est d'être dans un mode de proposition. À mon avis, maintenant, partout au Québec, il y a des changements, là, il y a un redéploiement là, important des politiques publiques, des institutions. Je pense qu'il faut être capable de proposer des voies de passage, des façons là, qui vont permettre aux communautés de poursuivre leur développement avec les acquis et surtout la vitalité qu'on connaît maintenant. Par exemple, le projet de loi 10, là, celui qui va créer un seul établissement de santé et de services sociaux dans chaque région, je sais que des C3S, les centres de santé et services sociaux, maintenant, qui cherchent à proposer, dans le mode de gestion et d'organisation de ce gros établissement, des façons qui vont tenir compte des réalités territoriales, des réalités de MRC, qui vont faire que les services du gros établissement, là, qui vont être gérés à Longueuil,
pour vous, ils vont avoir une relation organique avec votre territoire. Ce n'est pas possible que Vaudreuil-Soulanges se ramasse avec plus aucun répondant ancré dans le territoire pour la plus grosse institution publique. Il faut absolument trouver une modalité de fonctionnement pour qu'il y ait des répondants locaux pour cette institution, pour qu'il continue à être un acteur du développement. C'est fondamental. Donc, c'est ça le mode de proposition. Moi, j'ai déposé un mémoire dans le cadre de la commission parlementaire qui proposait ça. Donc, il faut être... Puis je sais qu'il est élu... En tout cas, j'arrête là-dessus, je manque de temps, là. Dans les propositions, il faut être capable d'être opportuniste dans le sens positif du terme. Là. Il va y avoir des changements qui vont concerner les MRC et les municipalités. Est-ce qu'on va vraiment être dans la décentralisation ou dans la déconcentration? Ce n'est pas évident, mais le rôle des municipalités, des MRC, va être renforcé. Donc, sur cette base-là, il faut être capable, dans ces changements-là, de positionner le développement collectif comme une constituante de ces changements-là. Et, par exemple, il y avait un avant-projet de loi avant les élections sur la décentralisation. Il y en avait un. J'ai pu, moi, le lire parce qu'on m'a consulté là-dessus au ministère là, du MAMRO à l'époque, qui s'appelle MAMO maintenant. Là. Et dans l'avant-projet de loi, on parlait d'une table des partenaires obligatoire par MRC. Voyez-vous, je pense qu'ici, il y a l'infrastructure pour ça, mais il y a d'autres territoires qui sont loin de ça, puis il faut qu'ils se mettent en mode pro-action et être capable de faire avancer ces choses-là. Moi, là, je lance quelque chose, là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je dis que si on va vers une décentralisation au Québec, vers les MRC, peut-être qu'on devrait en profiter pour avoir des préfets élus au suffrage universel dans toutes les MRC, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Donc, l'important, c'est de développer et renforcer la société civile et la capacité d'action collective. Conclusion. Le développement social et collectif au Québec, c'est une innovation sociale. On a mis en place ça au Québec là, avant que des politiques publiques fassent appel à la concertation. Ces pratiques d'action collective sur des enjeux, on les a créées au Québec dans les années 80-90, avant que ça devienne des politiques publiques ou des programmes comme ceux de la Fondation Chagnon. C'est une innovation collective au Québec. C'est un trait distinctif du Québec. On n'a pas ça en Ontario. Cherchez pas ça ailleurs au Canada, là, ce genre de dynamique-là. C'est spécifique au Québec. Et à mon avis, c'est irréversible vers le développement de territoires intégrés. C'est ça qui nous attend. Et c'est positif. Mais ça pose des exigences et des défis, puis même des positionnements stratégiques aux acteurs que vous êtes pour que ça continue à répondre aux besoins et que ça puisse être un outil de développement pour l'ensemble de la population de Vaudreuil-Soulanges. Merci de votre attention.